Je m'appelle Toufat Moutar, je suis romancière et, je vis en Île-de-France. Here we go, 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 baby. Le feu du milieu, parlons-en. Quelle était l'intention de ce livre ? Dans le feu du milieu, j'avais peut-être deux choses. La première, c'est que j'avais envie de vivre une aventure de femme. Dans la plupart des livres que je lis, et je ne suis pas la seule, à la rentrée littéraire de septembre, une écrivaine, Alice Zeniter, qui est aussi essayiste, a écrit un livre qui s'appelle « Toute une moitié du monde ». Et j'étais très en accord avec ces propos que j'avais en moi, mais que je n'exprimais pas forcément. C'est que souvent dans les romans, les grands romans, ce sont des hommes qui sont les héros, et les femmes sont soit leurs épouses forcément éplorées et tristes, soit leurs amantes, leurs maîtresses abandonnées, soit des inspiratrices, des initiatrices. C'est-à-dire que ce ne sont pas elles qui vivent l'aventure. Et on essaie de nous consoler en nous disant « Mais attends, regarde, c'est quand même elle qui a initié ce héros et qui a fait qu'il est parti vivre son aventure, qu'il a sorti de sa posture de gamin. » Oui, mais moi j'avais envie que ce soit les femmes qui vivent l'aventure. Je voulais qu'elles le vivent elles-mêmes. Je ne voulais pas qu'elles soient le support, le soutien. Pas de problème pour être le soutien d'un homme, aucun souci. Mais cette fois-ci, je voulais que ce soit des femmes qui le vivent. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça donne quand c'est une femme qui le vit, qui court ses risques, qui vit ses aventures? Quels sont les risques qu'elle encourt? Est-ce que c'est la même chose de partir à l'aventure quand on est une femme ou quand on est un homme? Est-ce qu'on est confronté au même type de danger? Est-ce qu'on en tire les mêmes réflexions? Forcément non, mais dans ce cas-là, quel est le monde vu par le prisme de femmes à une certaine époque de l'histoire? Donc voilà, c'était peut-être la première intention que j'avais. Et la deuxième intention que j'ai eue, c'était le mythe. Je viens d'une île où énormément de populations se sont croisées et chaque peuple passé a laissé des traces de ces mythes, des petites bribes, des petits morceaux. Et j'ai longtemps souffert de cet état de fait parce que je suis convaincue que c'est le mythe, ce sont les mythologies qui construisent, en tout cas en grande partie, les sociétés. Et je ne voyais pas de mythologie à laquelle je pouvais m'identifier dans mon île d'origine. Et même si je ne suis pas chauvine, voilà, j'avais quand même besoin de ça, j'avais besoin d'un enracinement. Parce que partout où vous allez, de toute manière, on vous renvoie toujours à vos origines. Donc j'avais besoin. Et je pense que la décision, ou en tout cas le point de départ du livre, c'est quand je me suis autorisée à déjà admettre qu'il n'y avait pas de mythe dans l'endroit d'où je venais. Il n'y en a pas. J'ai décidé de faire le deuil, de me dire qu'il n'y en a pas parce qu'il y a des morceaux d'autres histoires, mais ce n'est pas une histoire commune fédératrice. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que, par exemple, les Grecs, la Grèce, c'est un archipel, c'est un ensemble d'îles. Et je n'avais pas encore fait le lien avec cette réalité-là. C'est un ensemble d'îles et Homère ou Ovide ont fait le tour de ces îles pour recueillir des récits populaires. Et comme je le fais souvent aussi, écouter aux portes, recueillir un peu des récits de personnes âgées, etc., je me suis dit que je pouvais peut-être faire la même démarche, mais à partir cette fois-ci, encore une fois, du point de vue du regard de femme. Si on prend l'histoire avec un grand H, on voit que ce récit qui se déroule aux Comores se déroule à une période bien particulière. On a l'impression d'être à la charnière entre deux périodes de domination différentes, une période d'esclavage et la période de la colonisation. Pourquoi ce choix temporel ? En tant que Comoriens, on grandit avec ce mélange. On est déjà de facto le fruit d'un mélange, comme dans beaucoup d'autres îles, comme aux Antilles, comme énormément d'endroits. Et moi, j'avais envie de remonter le fil vers le moment clé où ce mélange a commencé à avoir lieu. Il a déjà commencé à avoir lieu, il ne s'est pas totalement installé dans la société, et on distingue encore les deux forces qui s'affrontent. Et ma démarche littéraire, souvent, c'est placer deux éléments complètement opposés l'un à l'autre, complètement contraires, que le contexte oppose, auquel le contexte interdit complètement d'interagir, et voir ce qui se passe en fait. Peut-être parce que je suis très nulle en maths et que mon rêve ça aurait été d'être physicienne et de faire de l'accélération de particules, moi j'aurais adoré ça. Et donc comme je ne peux pas le faire, parce que les chiffres, c'était pas trop mon domaine,
Je le fais en littérature, mais ça a toujours été ça mon premier leitmotiv. C'était qu'est-ce que je peux opposer comme élément. Et une fois qu'ils sont là, tous les deux, quelle interaction il peut y avoir entre les deux. Je pense que c'est très important, en tout cas pour moi, c'est très important cette dualité-là, parce que je pense qu'on la porte tous en nous. Déjà, en tant que Comorienne, je porte des ancêtres africains, des ancêtres arabes, entre autres, et je pense qu'on est tous faits de toute manière de ces dualités, ces contradictions, et on passe tellement d'années, tellement de temps à lutter contre l'une ou l'autre de ces deux parties, que je voulais voir ce que ça donnait quand on les mettait côte à côte, face à face, et qu'on les faisait dialoguer ensemble. Petite question que je me suis posée en lisant le livre. Est-ce que les personnages de Gaillard et Halima sont des sortes d'alter ego? Est-ce que tu t'exprimes à travers ces personnages? Est-ce que quand on écrit, est-ce qu'on écrit ce qu'on pense? Non, je pense que l'exercice de l'écriture, il est intéressant parce que ça te sort de tes certitudes, déjà. Ça te sort de ce que toi tu penses, ça te sort de tes convictions et ça t'oblige à te confronter à d'autres types de convictions, à d'autres manières de concevoir le monde, de le penser. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'après avoir écrit le livre, tiens, je vais croire à autre chose, je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais quand même, et encore. Mais en tout cas, ça te permet de te rendre compte qu'il n'y a pas de certitude qui puisse tenir toute seule, droite, toute la vie. Ce n'est pas possible. C'est triste en fait d'avoir... Ça peut donner un sentiment de solidité, d'avoir la même certitude tout au long de sa vie, de la servir la même cause, etc. Oui, ça c'est important, mais le fait d'avoir la même certitude sur soi, sur les gens, on peut facilement tomber dans le jugement et passer à côté de belles rencontres. Et peut-être que je citerai peut-être une phrase que j'avais vue c'était une rencontre, c'était un salon littéraire, un festival, je ne sais plus. Ça se faisait en plein air, c'était en Île-de-France, mais je ne me souviens plus à quel endroit parce que ça fait plusieurs années, très mauvaise mémoire géographique. Mais je me souviens que ce festival-là proposait à des jeunes, des lycéens, de faire des ateliers d'écriture, de participer à des ateliers d'écriture et d'écrire les phrases qui leur viendraient à l'esprit. Il y avait une espèce de mur et ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient. Et sur ce mur, il y a une phrase qui m'a longtemps hantée et qui m'a nourrie. Cette phrase, c'était « Je rêve que l'écoute prenne le pas sur la certitude ». Et quand j'ai lu cette phrase, c'était même pas des lycéens, c'était des collégiens. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais c'est un collégien ou une collégienne qui a écrit ça. Mais quelle phrase, quoi! Je rêve que l'écoute prenne le pas sur la certitude. Et je me souviens que ce jour-là, quand j'ai vu cette phrase, alors qu'à l'époque, moi, j'étais pétrie de certitude. Voilà, jeune femme née dans une famille musulmane, tuée comme ça, etc. École coranique, j'ai eu de très belles expériences à l'école coranique. J'ai pas eu un maître, comme on entend dans beaucoup d'autres écoles, j'ai pas eu un maître qui avait d'autres intentions que celle de m'enseigner quelque chose. J'ai été baignée dans une culture de la religion musulmane de façon assez douce et c'était toujours orienté vers la connaissance, la quête du savoir, l'amour, la spiritualité. Donc pour moi, je tenais droit dans mes bottes et plus rien ne pouvait me faire vaciller en fait. C'est bon, j'étais prête. Et quand j'ai vu cette phrase, elle m'a complètement ébranlée. J'ai pensé à cette phrase pendant des jours et des jours. Et elle m'a fait me poser énormément de questions. Et je me souviens que je me suis promis qu'à chaque fois que j'écrirais un livre, ce serait en pensant à cette phrase. Est-ce que dans mon livre, j'arrive à faire en sorte que l'écoute prime sur la certitude? Est-ce que quand j'écris, j'arrive à faire en sorte que ce soit des choses que j'ai envie de lire moi et qui m'enrichissent? Ou est-ce que je veux simplement juste parler de ma vérité, transpirer mes convictions, mes principes? Ou est-ce que je veux que ce soit moi qui parle? Ou est-ce que je veux me faire
peut-être je sais pas, un intermédiaire entre des voix qui parlent d'un côté et d'autres qui sont prêtes à les écouter. Je ne sais pas s'il est possible de le dire sans spoiler, mais si c'est le cas, peux-tu nous dire, Toufat, si l'héroïne, Gaillard, finit par se libérer ou arrive à se libérer de la domination à laquelle elle est soumise? Parce que dès le résumé de l'histoire, à la 4e de couverture, on nous dit qu'elle est servante, descendante d'esclaves, donc déjà, de par sa condition, est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit possible de s'en sortir? Alors je peux pas le dire sans spoiler, hein. Ce que je sais, c'est qu'il va se passer des choses. Leur rencontre est intéressante parce que Gaillard pense que Halima est privilégiée. Elle se dit, bon, c'est une princesse, voilà, elle évolue parmi les tapis, les machins. Et Halima pense que Gaillard est en quelque sorte un peu plus libre. Parce qu'elle n'est pas enfermée dans ce cocon doré, elle peut sortir, elle peut nager, elle peut vivre des choses. Et cette rencontre-là va complètement chambouler leurs a priori l'une sur l'autre, l'une sur ce que représente l'autre, l'une sur la situation de l'autre. Et elles vont se rendre compte qu'elles sont sœurs dans cette vie-là, dans ce contexte-là dans lequel elles vivent. Elles vont s'apercevoir que finalement elles vivent la même chose. L'autre n'est pas forcément aussi libre qu'on le pense. Et ce n'est pas le maître celui qui croit. Voilà, donc n'est pas l'esclave celui que croit le maître. Et donc elles vont se rendre compte de cela. Et je pense que en tout cas ce que j'aime beaucoup dans cette rencontre, c'est que elles vont s'apercevoir de leur similitude, elles vont s'apercevoir du rapport de domination qui existe entre elles aussi, et elles seront amenées à faire des choix, toutes les deux. Lorsqu'elles se rencontrent, là je ne spoile rien du tout en disant ça, mais lorsqu'elles se rencontrent, Halima demande à Gaillard de lui apprendre à nager. Et c'est un choix à double tranchant. Parce qu'elle ne peut pas lui apprendre à nager, c'est interdit. Mais en même temps, elle ne peut même pas interagir avec elle. Mais en même temps, elle doit lui obéir, c'est une fille de maître. Donc à qui est-ce qu'elle obéit, quoi? Et cette question-là, cette requête, va mettre Gaillard en face d'elle-même. Qu'est-ce que ça donne si toi, tu t'obéis à toi-même? Et tu veux être libre, mais cette liberté-là, elle a un prix. Elle coûte quelque chose. Donc finalement, cette injonction-là, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire libère-toi. Et si tu te libères, il va falloir en prendre la responsabilité. Donc elle veut dire énormément de choses. Et dans leur relation, pour moi c'est ça qu'il y a de beau dans leur relation. C'est que sans le savoir, peut-être sans en avoir conscience, chacune libère l'autre. Elles se libèrent mutuellement. Et on verra comment ça évolue. Here we go, 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 baby.